On a commencé le domaine en 2020. Hugo et moi, on avait travaillé dans des domaines en Bourgogne en tant que salariés, en faisant beaucoup de vignes et puis un peu de cave, bien sûr. On s'est formés tous les deux à Bordeaux, on a fait l'école d'ingénieur en agronomie et puis le DNO. Et après avoir travaillé pour des domaines en Bourgogne, on avait très envie de s'installer. On pensait qu'en Bourgogne ce serait pas possible, comme nos parents sont pas dans le vin et puis qu'on n'avait pas forcément les moyens d'acheter des parcelles très chères en Bourgogne, on s'était dit que ce serait pas possible. Et puis on a découvert, il y a 2 projets qui nous sont passés sous le nez, des plus gros projets dans les Hautes-Côtes. Et on a découvert l'appellation Marange avec un monsieur qui a eu un souci de santé, qui a été obligé de se séparer de ses 5 hectares, de sa maison de vacances, là où on habite aujourd'hui, et de la cave sous la maison pour vinifier. Et effectivement, avec le soutien de la banque, on a pu reprendre 4 hectares et demi et puis un demi-hectare en location, ainsi que de quoi vinifier et puis une maison pour habiter en 2020. Voilà. On a eu beaucoup de chance parce qu'on sait très bien qu'en Bourgogne, c'est pas quelque chose d'habituel. Voilà. Alors, moi, pour commencer, je voulais être née, je voulais concevoir des parfums. Donc je viens d'un parcours très chimie et j'ai fait 2 stages en parfumerie. C'était des mondes qui me convenaient pas, très élitistes. Alors bien évidemment le monde du vin l'est aussi, mais avec la partie travail de la terre qui n'existe plus aujourd'hui en parfumerie. On travaille plus qu'avec des produits de synthèse. C'est très rare aujourd'hui de fabriquer des parfums à partir de fleurs, à partir de vrais végétales. Donc le monde du parfum m'a déplu pour son côté 100% laboratoire. J'avais besoin de faire autre chose. Et je viens de la vallée du Rhône, donc mes parents ont toujours beaucoup aimé le vin. Et la deuxième option, ça avait toujours été peut-être de m'intéresser au vin. J'avais déjà travaillé mon nez et puis ma dégustation. J'ai passé le concours pour intégrer l'école de Bordeaux. Et puis une fois que j'ai découvert le monde du vin pendant mes études, j'ai plus jamais fait demi-tour. Et Hugo, ça date d'il y a beaucoup plus longtemps que ça. Quand il était très jeune, il voulait être cuisinier. Sa maman lui a dit, de manière très classique comme une maman, t'es un bon élève, tu feras de longues études. Voilà, et on verra après. Voilà ce qui s'est passé. Il a découvert le monde du vin plus en lien avec la cuisine. Et il a commencé même très jeune à faire des salons, à s'intéresser, on commence toujours par s'intéresser au Bordeaux en général quand on découvre le vin, quand on est jeune. Et puis il a commencé à acheter des revues, à collectionner des bouteilles qu'il ne buvait pas encore parce qu'il était trop jeune. Et puis plus il a grandi, et plus il a dit à sa mère, mais en fait moi je veux faire du vin, ça me passionne, quoi. Voilà. Et ça date d'il y a plus longtemps pour lui. Voilà. Alors les domaines dans lesquels on a travaillé, c'est des domaines, on va dire qu'une manière de vinifier plutôt classique. Ce qui était essentiel pour nous d'abord, c'était déjà d'apprendre dans des domaines en bio. Ce qui a été le cas, on a toujours travaillé dans des domaines en bio. Ça, c'était essentiel pour nous, vraiment par conviction, parce qu'on pense que c'est seulement la première étape pour commencer à faire un vin de qualité et avoir une viticulture durable. C'est pas une finalité en soi, mais c'est au moins un point de départ. Et en fait, une fois qu'on a appris avec nos compétences à l'école, qui étaient des compétences très classiques, il fallait levurer, il fallait mettre du bois neuf, il fallait voilà. Ensuite, on a appris donc dans des domaines en Bourgogne qui étaient déjà un petit peu éloignés de cette manière d'apprendre, avec par exemple des fermentations spontanées dans tous les domaines dans lesquels on a travaillé. On n'utilisait pas de produits finalement, mais une utilisation du soufre assez classique. Nous, petit à petit, vraiment par plaisir, on a commencé autour de nous à goûter beaucoup de vins nature. On a eu de très grosses émotions, on a eu aussi des grosses déceptions. Le côté loterie du vin nature, c'est un fait. Et notre idée, c'est, je crois pas qu'un jour on arrivera à faire du 0-0, mais on veut se laisser la possibilité d'avoir cette palette aromatique qu'offre le sans soufre. Et ça, on ne l'a pas fait sur le premier millésime, mais on l'a fait sur 21. Sur 22, on a même poussé le curseur un petit peu plus loin. Je pense pas qu'un jour on mettra rien du tout.
parce qu'on bosse aussi un petit peu à l'export. Et puis l'idée c'est que le vin puisse quand même... J'entends tout à fait que quand un client ouvre une bouteille, qu'il y a mis un certain prix, il faut que le vin tienne la route, c'est complètement normal. Nous, quand on boit des vins très 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 nature, on accepte la possibilité que la bouteille puisse ne pas être bonne, mais je ne veux pas demander ça à mes clients. Donc on évolue petit à petit, l'idée c'est de réduire au maximum nos doses de soufre, mais d'arriver à jouer sur d'autres leviers qui permettent de maintenir le vin dans un bon état. C'est-à-dire maîtriser absolument ses températures pendant toutes les phases importantes, faire des analyses très régulièrement, regarder les hausses de volatiles, regarder comment se finissent les sucres, est-ce que la fermentation malolactique va jusqu'au bout, voilà. Par contre, ne pas utiliser le soufre de manière systématique, s'il n'y en a pas besoin, on n'en met pas. Par contre, s'il y a le moindre risque qui est fait pour la qualité du vin, on ne se pose même pas la question, on en met. Voilà. Effectivement, sur les blancs, on est convaincu depuis 2020. On avait fait un petit peu de travail sur les jarres, sur notre cuvée de vieilles vignes d'Aligoté, mais c'était tout. Sur notre jeune vigne d'Aligoté et sur les chardonnays, on était resté que sur des vieux fûts. Alors on a toujours été sur des vieux fûts, ça a priori ça ne changera pas. On va commencer à se constituer notre petit parc à fûts, mais vraiment en achetant 3 fûts sur toute la production par an, donc c'est vraiment rien du tout. Donc ça, rester sur des vieux fûts, c'est très important. Et sur les blancs, notre idée, quand on aura un peu plus d'espace, parce que là aujourd'hui c'est un problème de place, on voudrait que sur tous nos blancs, il y ait quasiment 50% d'élevage en jarre en grès et 50% de vieux fûts. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que nos blancs, on aime les travailler avec beaucoup de lit. On ne les remet pas en suspension les lits, mais on les laisse volontairement très présentes, en grosse quantité, pour obtenir cette réduction que nous, on affectionne particulièrement sur les blancs, que ce soit l'Aligoté ou le chardonnay. C'est un peu les vins du Jura qui nous ont fait percuter tout ça, et c'est des vins, nous, qu'on aime vraiment beaucoup. Et en fait, la jarre, elle se prête très bien à ça. Elle accompagne cette réduction, ce côté un petit peu grillé sur certains blancs que nous, on aime beaucoup. Par contre, s'il n'y avait que de la jarre, il y aurait un côté un peu trop austère, trop strict. Le fût va amener sur la ligotée, sur le chardonnay, le côté beaucoup plus rond, charnu, un contact avec l'oxygène qui est supérieur par rapport à la jarre. Donc voilà, le blend des deux pour nous est très chouette. Donc ça, là-dessus, a priori, ça ne bougera pas. En tout cas, dans les 5 prochaines années, je ne sais pas du tout, peut-être qu'on découvrira autre chose dans le futur. Et pour les rouges, on n'est que sur des vieux fûts. On a fait des essais sur de la terre cuite, mais jusqu'ici, on n'est pas tout à fait convaincus. Quand on protège très peu les vins, il y a une sorte de fatigue qui s'est installée trop vite dans les rouges sur la terre cuite. C'était vraiment une toute petite partie d'une cuvée. Donc voilà, pour l'instant, on reste vraiment que sur du fût. Et du coup, sur la vinification, pour les rouges, la fermentation dure, là, les 4 années qui viennent de s'écouler, ça dure à peu près 1 semaine. Et ensuite, il y a 3 semaines de post-fermentaire volontairement. Grosse majorité de vendanges et grappées. On utilise très peu de vendanges entières. Pas de soufre pendant la vinification, à moins d'un gros problème, mais sinon on touche à rien. Et en fait, la post-fermentaire dure 3 semaines. Donc en fait, le temps en cuve est assez long, il dure 1 mois. Avec des tout petits remontages quotidiens, mais de plus en plus courts. À la fin, on fait vraiment que mouiller au seau. Et c'est vraiment la dégustation qui nous guide sur le moment où il faut presser. Voilà. Et sur les blancs, effectivement, on fait une nuit de débourbage, un débourbage assez grossier, puisque justement, on aime bien mettre des lits dans les fûts. Et puis après, on ne touche plus à rien jusqu'au sous-tirage avant mise en bouteille. On s'est très peu éloigné de ce qu'on a appris. Quand on a commencé à travailler pour nous, en fait, on a travaillé exactement comme dans les domaines où on était. Avec des moyens financiers moins importants, forcément, mais avec toujours l'idée de dire la grosse majorité du travail se fait à la vigne, uniquement. Et ça, tous les endroits où on a travaillé, que ce soit Hugo chez Jean-Marc Rouleau, chez Frédéric Munier, moi chez Marie-Thérèse Chapa ou chez Benjamin Leroux, pour le coup, le travail à la vigne est essentiel. À la cave, ensuite, ça suit. Ça suit, il faut être vigilant, évidemment. Ça peut aussi... il faut absolument maîtriser les process en cave aussi. Mais je dirais que le travail en bio, c'était quelque chose d'essentiel. Et nous, depuis qu'on a converti le domaine en bio dès notre arrivée, on a vu notre végétal changer, littéralement. La vigne a tendance à pousser plus haut, les feuilles sont plus épaisses, on a la sensation que la photosynthèse est meilleure, on a la sensation que la mise en réserve pour l'année d'après est meilleure. On n'a pas encore fait d'analyse de sol, mais j'ai une parcelle en tête qui est sur granit. La première fois qu'on a planté un outil dedans,
Il y avait des mouches absolument partout. Le sol était complètement asphyxié. Là aujourd'hui on a évidemment laissé beaucoup d'herbe pendant plusieurs années, et aujourd'hui quand on creuse le sol on voit des racines qui descendent, etc. Donc en fait on a appris à travailler en bio, et on s'est rendu compte que c'est pas parce que ça avait été désherbé pendant des années que le sol ne nous pardonne pas, quoi. En fait le sol, si tu t'en occupes bien, et puis si tu fais attention et que tu es convaincu qu'il faut le toucher à des moments précis et qu'il y a des moments où il faut aussi le laisser tranquille, il s'en remet plutôt très bien. Voilà. Alors je dirais que notre installation dans les Maranges et le fait qu'on découvre et qu'on revendique à fond ce terroir-là ne nous amènera pas à nous agrandir trop loin des Maranges. Je pense que si on a la possibilité un jour d'avoir un petit peu de Centenay Village, ou peut-être un peu de Maranges premier cru, on le fera. On n'ira pas faire des kilomètres pour avoir des parcelles plus prestigieuses, c'est pas notre objectif, parce que l'idée c'est vraiment de travailler sur ce terroir des Maranges dans lequel on croit beaucoup, qui avec le réchauffement climatique a beaucoup de sens, parce qu'effectivement même sur des millésimes très chauds comme 2020 ou 2022, on arrive à récolter des choses autour de 12,5 en gardant de l'acidité et de la fraîcheur, alors qu'on récolte 2 semaines après le reste de la côte. Donc pour nous ça c'est vraiment très chouette. Donc je dirais que jusqu'ici on voulait absolument être tous les deux. Là en novembre il y a quelqu'un qui va nous rejoindre dans l'équipe, parce que l'idée c'est que si on veut continuer à bosser exactement comme on le souhaite, il faut à un moment donné qu'on puisse déléguer certaines parties tout en étant toujours présent, mais je veux dire faire confiance à d'autres gens qui peuvent nous soutenir dans la charge de travail, parce que 5 hectares à deux c'est vraiment beaucoup quand on gère aussi toute la partie commerciale, vinification, etc. Donc je dirais que peut-être au maximum un jour on atteindra peut-être les 7 ou 10 hectares, mais je pense pas qu'on ira au-delà, et toujours rester à peu près dans le coin, voilà, pour ne jamais se laisser déborder par le fait qu'une parcelle est trop loin, qu'on maîtrise pas les choses. Voilà. Là dans les années à venir ce serait ça l'idée. Voilà.